Ils ont été un peu assommés par les deux premières conférences et qu'il y a l'appel de la bière qui doit se faire sentir très fort, l'appel de la glace aussi. Je vais refaire le même speech que d'habitude. Nous attaquons la sixième conférence de cette huitième édition des Estivales de la permaculture, qui est consacrée au sol. Je vais me répéter encore une petite fois. C'est un festival autogéré, en participation libre et consciente. Donc nous avons besoin de votre soutien parce qu'on a pas mal de frais qui ont été engagés, notamment sur la location du matériel et sur la rétribution des artistes, des intervenants et des techniciens. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, à soutenir l'effort de guerre pour que l'on puisse refaire une belle édition l'an prochain. Nous avons la joie d'accueillir Anna Cristina Torres parmi nous. Anna Cristina, nous on travaille ensemble sur un projet dont elle va peut-être parler, le projet de hip-hop. Alors hip-hop pas comme la danse, le smurf, le breakdance. Ingénierie pédologique pour une agriculture urbaine professionnelle. Voilà, à chaque fois j'ai du mal à le retenir. Et au sein du consortium du Lab 3S, peut-être que tu en diras un mot. Et puis Anna Cristina est chercheuse associée, enseignante à l'UPEC et ainsi qu'au CESCO. Voilà, je lui laisse la parole. Et nos collègues étaient là-bas tout à l'heure pour un débat sur la pollution des sols en milieu urbain. Voilà, merci. Merci. Et peut-être comme on n'est pas très nombreux, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais plutôt vous proposer un autre format, si on se met peut-être en cercle plus proche, et comme ça on aura un échange plus familial en profitant qu'on est un petit collectif, et on pourra faire quelque chose de plus dynamique aussi, si ça vous va. Et du coup, comment on fait? Peut-être on se met là, je ne sais pas si ça gêne, si on se met là, par exemple. On se met là, on va être dans le faisceau du vidéoprojecteur. Ouais. Si tu veux, moi je bouge les touches quand tu me le dis. Ouais. Comme ça, tu peux rester dans le centre. Allez. Et j'ai pas besoin de micro, je suis obligée à utiliser le micro. Pour la captation, c'est mieux. C'est Oui, mieux. parce que la conférence est Ok. filmée. Donc comme ça, on se met tous ensemble. Ah. C'est par ici les conférences. Et ah ouais. Oui. Si tu veux, je peux couper le micro sur. Enfin, tu peux le garder, mais si tu veux, je l'enlève dans les enceintes et il l'aura quand même. D'accord. Comme tu te sens plus à l'aise. Est-ce que tu veux le garder dans les enceintes ou pas? Et non. Non. Ok. Et normalement, toi, tu l'as toujours. Mais je dois les garder quand même ici, c'est ça? Oui, voilà. Oui, il va t'entendre. Ok. Et du coup, moi, je suis Anna Cristina Torres, et enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Est-Créteil. Et ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse au jardinage collectif. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien partager avec vous et réfléchir avec vous, c'est une sorte de petite restitution des premiers résultats qu'on a depuis des différentes constatations qu'on a eues dans ces jardins collectifs. Donc, la réflexion à laquelle j'aimerais vous inviter aujourd'hui, c'est celui du droit au sol vivant. Et du coup, réfléchir à qu'est-ce que c'est le sol vivant, à quel moment dans le milieu de la recherche nous nous sommes intéressés à ces notions-là, des sols vivants, mais aussi de réfléchir sur la notion des droits à la ville qui a été développée par Henri Lefebvre en 1968. Là, tu peux passer les... Mais sinon, je l'amène vers moi et je les passe moi-même, non? Mais n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, comme ça le cercle sera plus petit et vous entendrez mieux. Est-ce que ça va... On va voir parce que là, c'est vraiment l'improvisation. Voilà. C'est bien, c'est les estivales de la permaculture. Bon, je vous laisse le diaporama là, mais bon, au départ, c'est peut-être pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup de la théorie et pas beaucoup de photos pour illustrer les propos. Mais bon, c'est un support si jamais mon accent c'est trop marqué, vous pourrez toujours faire référence au texte. Et, donc moi, l'idée des sols vivants, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est venu dans les discours publics très dernièrement. Mais à vrai dire, c'est pas vrai. Depuis l'avant-guerre, donc depuis les années 30, on parlait déjà des sols vivants. Donc c'était notamment dans les milieux agricoles, dans les recherches sur les milieux agricoles, qu'on parlait déjà des sols vivants. Donc dans les années avant-guerre, dans les années 30, on considérait déjà les sols comme un organisme vivant. On s'intéressait à la microbiologie des sols, on s'intéressait aux fumiers organiques. Et on s'intéressait aux interactions interspécifiques, notamment au niveau des micro-organismes. On savait que les sols avaient un métabolisme propre et on savait que chaque sol, en fonction de la localité, avait ses particularités
bien spécifiques. Mais il y a eu une sorte de basculement pendant la guerre et après la guerre où le sol est devenu une sorte de matériel inerte, standardisé, où leur spécificité locale n'était plus prise en compte. Et il y a un moment, à ce moment-là, il y a eu une sorte de réductionnisme chimique, c'est-à-dire la recherche en agronomie s'est surtout plongée sur cette idée d'enrichir les sols comme quelque chose de standard avec les intrants chimiques. Donc, si on se concentre que par exemple à l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique, on voit que les laboratoires est spécialisés sur des questions des sols vivants, donc ils travaillaient sur la question des sols vivants, elle est presque disparue. Ils ont été laissés à côté. Mais ceux qui ont pris un peu la suite des recherches sur la question des sols vivants, c'était plutôt les recherches en hygiénisme et la question de nutrition. Donc il y a eu les pédologues qui ont laissé de côté l'idée des sols vivants, mais les médecins se sont intéressés parce qu'ils croyaient à ce moment-là, certains médecins, que le fait de consommer des produits sains issus des sols qui ont été nourris plutôt avec des fumiers organiques, et donc les sols sains permettaient aux gens d'être sains, d'avoir un bon état de santé. Donc il y a eu toujours des études, peu d'études, mais quelques études sur les sols vivants, mais notamment dans les domaines de l'hygiène et l'alimentation. C'est à partir des années 60 qu'il y a une sorte de basculement, ce qu'on appelle l'écologisation du regard porté au sol vivant. Donc c'est à partir des années 60 qu'il y a une sorte de réaffirmation de ces caractères actifs, dynamiques des sols. Donc on continue, on revient sur cet intérêt, sur les relations interspécifiques qu'on a dans les sols, mais aussi avec une vision plutôt macro. On ne s'intéresse pas uniquement aux micro-organismes qui ont une relation dans ces sols, on s'intéresse aussi aux macro-organismes. On s'intéresse aux vers de terre, on s'intéresse aux racines des arbres, on s'intéresse aux mycorhizes. Et c'est notamment les études en écologie des sols qui permettent de reprendre cet intérêt porté au sol par ces relations. Donc il y a une sorte de renouveau des recherches sur la vie des sols. Et c'est à partir de 1990 que cet intérêt porté au sol vivant prend une autre ampleur, qui est celui du regard socio-écologique. C'est peut-être faire une sorte de pas à côté de cette dichotomie à laquelle on est habitué de penser l'humain d'un côté et les autres organismes d'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'on commence, un peu à se dire, on s'intéresse aux organismes, micro-organismes et aux macro-organismes qui produisent ces sols, mais on s'intéresse aussi aux pratiques que les gens ils ont pour favoriser la création de ces sols. Donc l'approche socio-écologique des sols vivants permet de penser à ces doubles interactions. D'un côté, nous, avec notre pratique de compostage, avec notre pratique de nourrir les sols, de cultiver des choses en lien avec des micro-organismes et des macro-organismes, on coproduit ensemble les sols. Donc c'est peut-être cette vision socio-écosystémique qui permet d'avoir une ouverture épistémologique avec celle de la notion des droits à la ville. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion des droits à la ville avant, celui qui a été produit par Henri Lefebvre? Oui. Je ne sais pas si je suis le seul, mais après moi j'ai travaillé sur l'action de la ferme du bonheur. Est-ce que tu veux le partager avec les autres ou tu préfères? Henri Lefebvre, c'est donc un mec qui était au Parti communiste avant de se faire virer dans les années 50, qui est un spécialiste de Marx, on est bien spécialiste de Marx pour moi d'ailleurs, qui a travaillé sur l'action de la vie quotidienne essentiellement et sur l'action du droit à la ville, particulièrement donc sur le fait qu'avant la modernité capitaliste, et en fait sur le fait que la ville a toujours été une ambiguïté aussi, c'est-à-dire que c'est dans les villes qu'il y avait les opportunités révolutionnaires, c'est dans les villes que s'est créée la possibilité du jeu. Enfin, il y a tout un rapport à la vie quotidienne en ville qui a permis de déborder beaucoup de cadres sociaux en fait. Et en fait, ce droit à la ville, il est de plus en plus pris en charge par la marchandise en tant que phénomène qui tend à uniformiser les villes dans un sens d'en transformer
transformer même les murs à pêche en spectacle pour Bobo, par exemple. En disant ce qui peut être le plus ultra de ce que pourrait être le droit à la vie, par exemple. Enfin, plutôt sa critique. Une lecture. Voilà, désolé. Non, tout à fait. Donc c'est un géographe. C'est un géographe qui était prof en Nanterre et qui a développé ce concept des droits à la ville où justement il s'intéresse à cette idée de se dire on a besoin de faire un passage des simples habitants à être producteurs de la ville, à devenir citoyens. Donc l'idée c'est de se dire on a le droit de pouvoir prendre des décisions dans la ville, de ne pas uniquement de consommer des fonciers, de consommer des marchandises, mais plutôt de produire les espaces. Donc cette notion des droits à la ville permet de penser l'urbain comme une action collective, permet de concevoir les citoyens, les habitants d'une ville comme des agents de la ville. Et dans ce sens-là, les différentes activités ou certaines activités de jardinage collectif permettent de se situer dans cette notion des droits à la ville. Donc il y a différentes manières d'exercer ces droits à la ville. Donc une, comme tu venais de le mentionner, c'est celui de la pratique quotidienne. Donc nous, avec nos habitudes, on est en train de façonner la ville. Si mon enfant est en train de jouer dans un trottoir ou dans un rond-point, il est en train de façonner d'une certaine manière cet espace public qui était conçu pour une autre raison. Une autre, c'est cette volonté délibérée de transformer les rôles d'un espace. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans les friches urbaines qui sont réaménagées. Donc cette friche, elle est là, en attente suivant d'être construite. Mais si on développe un projet collectif pour créer un jardin, on lui donne une autre rôle. On les façonne autrement. On a une volonté délibérée de faire autre chose, de modifier cet espace. Et une autre manière d'exercer les droits à la ville, c'est celui de s'organiser ou rejoindre des processus participatifs pour proposer des changements, pour proposer des façonnements de cet espace, produire l'espace autrement. Donc là, je vous ai mis une photo d'un jardin qui a été très connu parce que c'est un des jardins un des premiers jardins, sinon les premiers jardins partagés collectifs. À l'époque, on ne parlait pas des jardins partagés, des jardins collectifs qui a été produit à Paris. Donc c'est dans le 20e arrondissement, dans les quartiers de la Solidarité. Donc les jardins, non, ce n'est pas les quartiers de la Solidarité. Là, je me trompe. Bon, c'est connu comme les jardins solidaires. Et donc, c'était un espace vacant où des artistes qui habitaient dans les quartiers ont commencé à les façonner. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes qui se sont engagées dans ces projets et ont commencé à proposer des activités, pas uniquement en lien avec le jardinage. Et je pense que ça, c'est important à tenir en compte parce que dans ces projets, il n'y avait pas uniquement un intérêt de production alimentaire ou de production d'un jardin, mais de produire aussi d'autres manières de socialiser en ville. Donc il y avait beaucoup de l'accompagnement au devoir, par exemple, pour des enfants qui traînaient souvent dans les quartiers. Donc c'est un jardin qui est d'une certaine manière, son histoire est d'une certaine manière douloureuse parce que c'est un jardin qui a disparu, c'est un jardin qui a été fermé. Il y a eu une tombe de vie de 5 ans. Et ils se sont investis sur 3000 m² et c'est un jardin qui a été fermé en 2005. Donc je reviendrai sur l'histoire de ces jardins. Et, donc si on se plonge, l'idée, mon invitation, la chose que je voudrais proposer aujourd'hui, c'est de faire ces passages, de parcourir ces sentiers où on réfléchit au droit à la ville et où on réfléchit aussi au sol vivant, mais en se concentrant sur les jardins collectifs. Donc, qu'est-ce que les enjeux autour des jardins collectifs nous permettent de sortir, de réfléchir par rapport à ces deux notions, le sol vivant et celui du droit à la ville. Donc, on a ces travaux empiriques qu'on mène avec des collègues depuis 2014 autour des jardins partagés, nous ont permis, des jardins partagés ou des jardins collectifs, en sens plus large, nous ont permis de constater différentes tensions qu'on trouve de manière systématique dans les différents jardins. Donc, la première tension, c'est celle de la précarité foncière. Donc, j'imagine que vous êtes plus connaisseurs que moi dans les domaines parce que plusieurs parmi vous sont des jardiniers. Donc, suivant ces jardins collectifs, ils sont situés
dans le foncier qui est censé, qui a un statut de précaire. Donc, suivant les initiatives de jardinage, ne se soutiennent pas dans le temps parce qu'ils ont des bails d'occupation temporelle. Donc, à Paris, par exemple, souvent, ils peuvent être utilisés pendant 6 ans. Dans d'autres endroits, il y a des contrats de 2 ans, dans d'autres endroits de 3 ans, mais très rarement, il s'agit des initiatives qui peuvent être maintenues dans le temps. Donc, c'est le cas du jardin solidaire. Une fois que le jardin solidaire il a été fermé, une gymnase a été construite à sa place. Et suite à des négociations qui ont eu lieu avec des habitants du quartier, un autre jardin a été proposé, mais dans ces cas-là, ce n'est pas un jardin dans la pleine terre, c'était un jardin sous les toits qui a été construit. Sauf que ce jardin sous les toits, donc il a été construit 4 ans après la fermeture du premier jardin, et on est passé de 3000 m² à 600 m², avec toutes les difficultés de se trouver avec ces jardins sous les toits. Donc, suivant par rapport à l'accessibilité. Pas tout le monde peut se monter dans ces toits, il y a des horaires à respecter, il y a beaucoup de pertes dans cette nouvelle proposition. Si on continue à réfléchir sur ces questions de la précarité foncière, là, je vous ai mis une carte qui a été développée par une étudiante qui a réalisé son stage d'M2 avec nous, donc une géographe, Charlotte Vaux, qui s'est intéressée au plan local d'urbanisme. Donc, vous savez, peut-être le plan local d'urbanisme est une des potentiels outils de l'urbanisme qui permettrait de protéger ces espaces. Sauf que ce que Charlotte a fait, ce qu'elle a pu voir avec ses recherches, c'est que uniquement 35 jardins, et là on se concentre que sur les jardins partagés, uniquement 35 jardins parmi les 151 jardins partagés qu'on peut trouver à Paris, se trouvent dans une zone naturelle dans le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que les restes des jardins, a priori, n'ont aucun statut de protection. Donc cette précarité foncière, ce qui nous semble très intéressant aussi à tenir en compte, c'est qu'il néglige d'un côté toutes les implications de développer un jardin. Donc qu'est-ce qu'implique faire un jardin? Donc là, je vous ai mis une photo du jardin du Pré-Saint-Gervais à son début. C'est un jardin qui a été créé en 2008, les jardins des Pouces Verts, où certains habitants de ces jardins se sont organisés pour créer ces jardins partagés, pour les proposer. Donc là, je vous montre une photo, c'est la seule photo que j'ai trouvée dans l'archive, mais qui ne témoigne pas forcément qu'est-ce que ça a représenté par ces habitants, parce qu'il s'agissait d'un terrain vacant où il y avait énormément de choses à enlever. Donc d'abord, ils ont enlevé toutes les poubelles qu'on trouvait dans les terrains. Par la suite, ils ont apporté de la terre. Ils ont travaillé de la terre. Dans les récits de ces jardiniers, ce qui revient souvent, c'est l'effort que ça a représenté pour eux, suivant des gens à la retraite, très peu des jeunes qui se sont investis, en tout cas au départ. Donc, un effort physique, un engagement physique pour essayer de transformer, de produire cet espace. Ça leur a pris 8 ans pour réussir à avoir quelque chose qui se ressemble à la photo de votre droite. Et donc, essayer de réussir à avoir une sorte de complexité végétale avec différents strates végétales qui se puissent installer dans ces terrains. Donc, il y a un effort non négligeable à prendre en compte pour réussir à produire cette végétation si foisonnante. Il y a aussi un effort non négligeable à mettre en place pour réussir à avoir une dynamique sociale. Donc des engagements avec des écoles, par exemple, pour qu'ils puissent venir, des animations, des gens qui puissent donner leur temps, leur travail pour créer des animations. Donc, dans ces jardins particulièrement, plusieurs initiatives d'éducation à l'environnement ont été développées, notamment avec des enfants, mais pas uniquement, des ateliers de compostage. C'était un vrai succès dans le cas de cette ville. Donc, à cette époque-là, c'était les seuls jardins partagés qu'on trouvait dans la ville de Pré-Saint-Gervais. Et ils ont développé un système de compostage qui a acquis une ampleur telle qu'à un moment donné, en année, ils ont réussi à composter 5 tonnes de matière organique, qui a obligé à la ville à développer leur propre système de compostage.
Un deuxième facteur qu'on a trouvé, donc quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans les jardins, dans les différents jardins collectifs qu'on a étudiés, c'est la question de l'invisibilité territoriale. La plus grande partie de ces jardins se trouve dans les interstices des villes. Et souvent, ils sont dans la périphérie. Et donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si non. Mais là, concrètement, donc là, c'est un jardin qui se trouve à Bobigny. Donc c'est un jardin qui se trouve à Bobigny. Le jardin, il est là. Donc c'est le jardin 36 qui est aménagé par l'association Activille. Donc c'est un jardin qui occupe cet petit espace-là. Et donc il se trouve juste à côté de la voie ferrée, d'une autoroute, de deux déchetteries et d'une zone industrielle. Donc ces jardins-là, par exemple, ils ont été dans la première ligne de l'incendie qu'il y a eu en juin de cette année d'un centre de stockage de batteries et des batteries de trottinettes. Et donc forcément, toute cette fumée et les déchets et de cendres, ils ont été dans la première ligne pour recevoir toute cette externalité. Mais ce n'est pas le seul cas, c'est quelque chose qui arrive systématiquement. On trouve de plus en plus de jardins dans cette périphérie et avec cette précarité. Donc il y a aussi, d'une certaine manière, et c'était ça qu'on voulait, que j'ai essayé d'illustrer avec la photo supérieure, c'est la question de l'invisibilité. Donc le fait d'être dans la périphérie ne permet pas systématiquement que les gens ils puissent observer tout ce travail, souvent gratuit, qui est effectué par les jardiniers pour produire un espace, pour aménager un espace, pour les faire vivre. Donc l'idée, une des contributions qui me semble importante à tenir en compte dans cette évolution de l'idée des sols vivantes, c'est de considérer que la part de l'homme n'est pas uniquement celle de nourrir la terre, mais aussi de les faire vivre par les activités qu'on propose, comme celles qu'on est en train de voir en ce moment, en fait. Donc là, quand on est face à des endroits comme ça, dans la périphérie, c'est très difficile de rendre visible cet apport de la part des jardiniers. Déjà parce que c'est difficile accès, mais en plus parce que matériellement, on ne peut pas les regarder. Donc la précarité n'est pas uniquement liée au foncier, n'est pas uniquement liée à la localisation, mais aussi liée à la qualité de ces sols. Donc de plus en plus, en tout cas presque tous les jardins qu'on a pu suivre, c'est des jardins qui se situent dans des sols pollués ou tassés. Donc suivant ces sols tassés, c'est des sols qui n'ont pas de qualités structurelles. Donc comment on fait pour travailler ces sols? Et ça, c'est une des choses qui venait systématiquement dans les entretiens qu'on avait réalisés, donc des gens qui nous racontent justement l'effort physique, la part du corps qu'il faut donner pour faire ces jardins, parce que c'était très difficile simplement de les travailler. Donc des gens qui nous racontent, qui nous restituent que pour pouvoir travailler ces sols, il fallait prendre un marteau pour essayer de cultiver quelque chose, ou des gens qui se disent, bon, on n'arrive pas à cultiver des choses, c'est trop dur, on va laisser la végétation s'installer et on va laisser aux plantes qu'ils agissent simplement et on verra si un jour on arrive à cultiver d'autres choses. Donc c'est des choses qu'on a vues par exemple dans les jardins Hérold et dans le 18e arrondissement. Pendant 3 ans, les membres de cette association, ils ont laissé la fleur spontanée s'installer. Ils ont vu quel type de plantes pouvaient s'installer dans ces terrains. Ils ont ramassé les graines de cette fleur spontanée. Ils ont essayé de les ressemer un peu partout. Et ils n'ont pas cultivé autre chose que cette fleur spontanée, en fait, parce que finalement, ils n'arrivaient pas. Et au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte que la nature a fait sa part, que la racine, par exemple, des trèfles ou d'autres plantes ont aidé à restructurer les sols, que les mycorhizes ont fait sa part, et par la suite, ils ont pu réussir à faire aussi des choses. Donc, dans les jardins, par exemple, à Bondy, des Gauges, une des choses qui sont faites pour essayer de répondre à ces précarités des sols, c'est de faire de la culture hors sol. Et dans les jardins des droites, Aubervilliers, donc c'est un sol pollué où pour l'instant, ils ont réussi à avoir les permis d'occupation des sols, mais pour l'instant, la seule chose que les jardiniers peuvent faire, c'est de laisser sa part à la nature pour qu'elle puisse faire son travail et voir après s'ils arrivent à faire aussi des choses ou pas.
Donc ces points que je viens de vous citer nous permettent de penser des potentiels points de réflexion pour assurer les droits à la ville des habitants. Et donc comment faire ces passages de penser les droits à la ville à un droit au sol vivant. Donc l'idée c'est de penser à comment on peut s'opposer, mais aussi d'agir contre cette artificialisation des sols. Donc presque tous les jardins, comme je vous disais, se situent dans des fonciers précaires qui, suivant, doit permettre la construction d'un bâti. Donc ça qu'on constate, c'est que les gens ils s'organisent. Donc les gens ils s'organisent, ils se battent, comme dans les premiers cas. Donc c'est l'organisation du jardin du Pré-Saint-Gervais, où ils se sont battus pour permettre à la biodiversité de s'installer. Ils ont eu une bataille plus ou moins perdue, parce que le jardin, dans son état initial, il a été fermé. Donc à votre gauche, vous avez les jardins qui a été ouvert de 2008 à 2016. Ils avaient 500 mètres carrés. Donc le jardin, il a été fermé. Mais la municipalité a quand même, suite à la lutte de ces jardiniers, permis et construit un jardin de 800 mètres carrés avec une part des jardins publics et une part des jardins partagés. Donc même si la surface du jardin partagé a été réduite, il y a quand même un jardin public qui a été construit à côté et ils ont quand même gagné en surface avec l'avantage de se dire que maintenant ce nouveau jardin, il est pour autant pérenne. Donc il a été inscrit dans les plans locaux d'urbanisme comme étant pérenne. Donc il y a une perte dans le sens que le jardin n'a pas été gardé dans sa forme initiale, mais d'une certaine manière, ils ont quand même gagné parce qu'ils ont réussi à produire de ces espaces. Et surtout qu'ils ont gagné aussi de la notoriété. Et maintenant, ce n'est pas les seuls jardins partagés ou les jardins collectifs qu'on peut trouver dans cette ville. Il y en a au moins 5 autres initiatives qui ont été construites par la suite. Donc une autre manière, c'est aussi de s'opposer d'agir contre cette artificialisation. C'est celui de réinventer quotidiennement et sur le long terme les droits d'occuper ces terrains, mais aussi dans les centralités urbaines. Donc insister sur le fait qu'on ne veut pas être uniquement dans la périphérie, on a le droit aussi d'être dans le centre-ville. Donc c'est le cas du jardin du Pré-Saint-Gervais qui se trouve en plein centre-ville. Et aussi de revendiquer ce besoin de créer dans les espaces quelque chose, expérimenter quelque chose qui parfois n'a pas besoin d'être en lien ni avec l'agriculture urbaine, ni avec le jardinage. Ça peut être de l'art, ça peut être de l'éducation, ça peut être de la fête. Comme Henri Lefebvre le disait, c'était simplement essayer de produire d'autres façons d'habiter. Donc là, ce que je voulais vous illustrer avec ces photos-là, c'est que par exemple, dans ces jardins du 36 quai de Bobigny, il y a une convergence des jardins collectifs. Donc il y a une partie du terrain et des jardins partagés, une autre partie du terrain et des jardins familiaux. Donc il y a suffisamment de terrain, en tout cas, pour essayer de construire des formes diverses et variées de jardinage. Et donc c'est une question de justice environnementale, c'est ça que je voulais vous montrer avec cette carte-là. Donc c'est une collègue qui a fait ce travail, ou Léa Tardier, qui s'intéresse à des questions d'accès à la nature. Donc vous voyez, en Île-de-France et en région parisienne, il y a un faible taux d'accès à la nature, notamment dans les départements du nord-est, donc de la Seine-Saint-Denis. Et ce qu'elle a montré, c'est que souvent, on s'intéresse uniquement à la question d'accès à la nature sans prendre en compte d'autres variables comme les revenus. Donc si on ne prend pas en compte la question du revenu, on continue à faire des jardins, notamment à Paris et dans la Petite Couronne, parce que c'est des zones très denses avec très peu d'espaces verts, mais on ne construit pas forcément des espaces de nature et de proximité dans des départements les plus pauvres et où les inégalités environnementales et sociales sont beaucoup plus marquées. Et donc penser les droits au sol vivant est aussi reconnaître que cette production des jardins, comme je vous disais, est une coproduction multispécifique. Donc il n'y a pas que la main de l'humain qui est là-dedans, il y a aussi d'autres espèces qui nous aident, qui contribuent à nous permettre de développer ces activités. Donc c'est penser à des jardins qui sont respectueux de ces dynamiques écosystémiques.
une autre façon de reconnaître, de revendiquer ces droits au sol vivant est celle de faire face à la précarité des sols et donc de les régénérer, de les recréer. Donc il y a sans doute les pratiques de compostage, de culture, etc. Mais il y a aussi celle de s'approprier de ces questions qui nous concernent, donc notamment la question des pollutions des sols. Donc là, je vais m'attarder un peu parce qu'il me semble très important de ces points-là, parce que presque tous les jardins qu'on a pu suivre sont des jardins qui sont confrontés à ces thématiques-là. Donc comment on peut s'informer, comment on peut se positionner et comment on se mobilise. Donc, ce qui est fait, suivant de la part des pouvoirs publics, c'est que suivant dans les endroits où les sols sont pollués, soit on interdit l'utilisation des terrains, soit on essaye d'enlever la terre et l'amener ailleurs, donc d'amener les problèmes ailleurs, mais finalement, d'une certaine manière, on est responsable aussi de cette pollution. Donc, comment on se positionne vis-à-vis de cette pollution et ne pas l'envoyer ailleurs. Donc, il y a, et c'est une manière... c'est un positionnement que de plus en plus les jardinières ils font. Donc, c'est dire, nous, on habite ces quartiers, nous, on s'investit dans la création de ces jardins, on peut être impliqué dans la dépollution aussi de ces jardins. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cas de la pollution des sols de Huipilec à Romainville, mais c'est un cas qui a énormément marqué les esprits, parce que justement, la dépollution des sols de ces terrains a impliqué beaucoup plus de maladies que la pollution aussi. Parce qu'ils ont enlevé tellement de la poussière, les moments de nettoyage du terrain, qu'il y a eu beaucoup d'autres cas nouveaux qui se sont marqués, des cas de cancer qui se sont développés. Donc c'est cette information-là qui a permis qu'ici à Montreuil, lors de la réflexion sur la dépollution de l'usine IDF, les gens ils disent on ne veut pas que la terre elle parte d'ici, en fait. On ne veut pas recréer la même chose qui est arrivée à Romainville. Donc, comment on peut faire cette dépollution sans bouger les problèmes ailleurs, sans transloquer ces problèmes à d'autres personnes? Donc, il y a plusieurs expérimentations qui sont en train de se mettre en place. Donc, une, c'est celui dont Christophe a parlé au départ. Donc, par exemple, le projet Hip-Hop est un consortium qui a été créé avec différents jardins collectifs et des chercheurs, des pédologues et des chercheurs en sciences humaines et sociales, où on s'intéresse à cette question-là. Donc, on essaye de produire des technosols. Les pédologues, ils créent des technosols. Donc, un mélange des remblais de construction du Grand Paris avec de la matière organique. Et ils essayent d'évaluer si cette matière-là, si ce technosol-là permet de limiter les passages des polluants ou permet simplement de cultiver des choses. Donc, c'est une manière. Une autre manière, c'est celle du projet Cidesol. Donc, Cidesol, c'est un projet qui se met en place à Bruxelles où des jardins collectifs cultivent des plantes hyperaccumulatrices pour essayer de contenir notamment la pollution des métaux lourds. Il y a d'autres moyens de faire face à cette pollution, la culture en butte, la culture des arbres, la culture des arbres fruitiers. On sait que plus loin on est, si on réfléchit à une plante, plus loin la plante ou les fruits d'une plante est du sol, moins la teneur en polluante va être présente dans cette plante. Donc, par exemple, un pommier, si on pense à un pommier, la racine, elle va peut-être accumuler plus de métaux lourds que les troncs, les feuilles ou les fruits. Donc, cultiver des fruitiers peut être une solution intéressante pour faire face à la pollution qu'on trouve souvent dans les jardins. Et c'est ça qui, me semble, veut être développé dans les vergers qu'on a à Fontenay-sous-Bois et suite à des résultats de fortes pollutions dans les sites. Et donc là, pour vous citer quelques exemples, mais ce qui me semble intéressant et important, c'est de montrer comment ces droits au sol vivant se revendiquent aussi par cet intérêt de pouvoir décider de différentes manières de dépolluer ces sols et de ne pas laisser uniquement au pouvoir public de répondre à cette pollution. Et la question de la temporalité, je tenais à la souligner aussi, parce qu'on constate avec nos collègues pédologues, suivant une résistance vis-à-vis, par exemple, des initiatives de dépollution par la phytorémédiation. Et c'est intéressant de prendre
en considération cela, parce qu'une des manières, et c'est quelque chose de très français en fait, en Bruxelles, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est intéressant parce qu'en Bruxelles, ils se disent en fait si la phytorémédiation, ça peut être efficace, mais on a besoin de temps. On a besoin d'énormément de temps. On a besoin peut-être d'une centaine d'années. Mais ce n'est pas grave, on va laisser les plantes faire et on va prendre le temps. Et ici, il y a une sorte de besoin d'immédiateté. On ne peut pas attendre 100 ans pour que ça soit nettoyé. Donc on va faire des technosols, on va enlever la terre ailleurs, on verra. Donc c'est assez intéressant de voir les résistances vis-à-vis de cette autre forme de faire les choses, mais en prenant le temps, qu'on trouve dans les territoires franciliens ou français. Et, peut-être un point d'attention vis-à-vis de tous ces éléments que je viens de vous évoquer, parce qu'on voit qu'il y a un déplacement de la responsabilité aussi. On voit qu'on passe de plus en plus la main aux citoyens. Et dans ce sens-là, il y a une sorte de contradiction vis-à-vis de la question de droit au sol, de droit à la ville, parce que c'est une revendication. C'est une revendication. On veut avoir une part plus active dans la fabrication de la ville, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on veut une déresponsabilité, une déresponsabilisation de la part du pouvoir public. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance aussi de cette reconnaissance du travail des jardiniers. Une reconnaissance matérielle, ça peut être justement les fonciers, mais ça peut être aussi une reconnaissance immatérielle. Par exemple, l'aide à des formations, c'est quelque chose qui vient souvent dans les jardins collectifs, c'est quelque chose qui nous a été évoqué de manière systématique. Il y a beaucoup de gens amateurs qui participent dans les jardins. Il y a très rarement des jardins qui ont un animateur qui soit connaisseur de la façon des jardinages. Donc, au bout d'un moment, les gens ils ont envie d'apprendre comment faire certaines choses. Et de plus en plus, ils nous parlent de l'intérêt de pouvoir travailler avec les jardiniers de la ville, par exemple. Et donc, comment faire des liens avec les jardiniers de la ville. Mais les jardiniers des différentes villes, ils sont saturés du travail. Ils n'ont pas le temps de former en plus des amateurs. Mais du coup, comment penser peut-être de nouvelles missions, peut-être de nouveaux salariés qui puissent permettre de faire ces ponts entre les jardiniers professionnels et les jardiniers non professionnels. Et comment, du coup, reconnaître ce travail invisible des jardiniers non professionnels. Donc, il y a sans doute aussi la question de pérennisation des pratiques. Donc, on a soulevé le fait que ça prend un effort énorme, que les jardiniers, ils sont en train de donner leur corps, leur force de travail, mais c'est aussi ceux qui sont en première ligne face à la pollution de ces sols. Donc, comment reconnaître cet effort, comment reconnaître ce travail? Comment appuyer de manière matérielle, mais aussi immatérielle? Donc, j'ai essayé de vous souligner, de vous apporter quelques éléments de réflexion sur qu'est-ce que pourrait être cette idée des droits au sol vivant en ville. Donc, pour synthétiser l'information, c'était cette idée de vous inviter à penser ces droits à accéder à des sols urbains non dégradés ou précaires, en tenant compte les aspects fonciers, des pollutions et des capacités de culture, ou cette possibilité de réaliser des actions pour répondre à ces précarités. Donc, c'est une sorte d'actualisation de cette notion des droits à la ville de Lefebvre à la une des enjeux écologiques contemporains. Merci beaucoup. Je vais passer. S'il y a des questions dans le public, on va moi j'en ai une. celui-ci, hein, Corentin. Ah oui, pardon, t'as raison, oui. Tu peux nous les remettre? Ouais, par contre, ouais, effort que surtout, ça reste... Alors, bonjour, moi j'aurais une question. Bon, mon parcours est un petit peu spécifique puisque j'ai fait j'étais à Paris 8 en sciences politiques, j'ai travaillé sur la question de l'écologie politique, puis après j'ai travaillé sur l'action de la désobéissance civile et après j'ai voulu faire ma thèse donc, sur la ferme du Bonheur à Nanterre, puisqu'au début où j'y étais, c'était vers 2007-2008, c'était le tout début de la prise de l'EPAD, de ce qui viendra le parc rural expérimental de la Défense, pour ceux qui connaissent le prêt.
Donc je partirai un petit peu après la reconnaissance par l'EPADESA du statut, puisqu'il y aura tout ça finira avec la signature d'une convention et donc la pérennisation de l'espace sur, je pense, ce qui doit être l'une des plus grandes, tu connais mieux quand même, je pense que ça doit être l'une des plus grandes friches, enfin l'une des plus gros activités agricoles, en tout cas non directes qu'il y a en Île-de-France, je pense, en termes de surface en tout cas et de quantité de légumes produits. Donc moi je suis arrivé parce que je voulais travailler sur la question de l'autonomie vivrière et de toutes ces questions-là. Bon, je suis parti en me posant des questions si je n'avais pas juste participé à une vaste tentative de gentrification de Nanterre. Moi, ma question, c'est celle-là. Là, il y a la thèse de Léa Mechtag, que tu dois certainement connaître, sur l'entre-soi dans les jardins partagés. Moi, j'aimerais bien aussi que... Enfin, la question se pose aussi dans la question d'un... Et là, on va parler de... Bon, je suis désolé, Harvey, je ne connais pas, bon, toi tu es d'accord qui c'est évidemment, qui est donc un géographe, la personne qui a d'ailleurs beaucoup parlé sur Lefebvre et tout ça. C'est aussi un marché essentiellement, un marché capitaliste essentiellement d'ailleurs. Le prix du foncier aujourd'hui en Île-de-France est stratosphérique. En fait, la réalité c'est que dans quelle mesure des fois il n'y a pas des concurrences par rapport à l'accès au logement par exemple. Tu as parlé de EIF, j'ai été à EIF, je suis parti des gens qui ont ouvert EIF, donc je connais un peu le sujet pour le coup. Il y a d'autres personnes ici d'ailleurs, on est quelques-uns. Là, bon, la question par exemple de la production de nourriture, EIF, c'est donc une usine qui est juste au-dessus, pour ceux qui connaissent, donc on a parlé de Vivrelec, alors je suis désolé, là, j'ai l'impression que je vais trop sortir du sujet, mais Vivrelec est donc une usine qui a été dépolluée, où il s'est passé un gros problème, et EIF qui est juste au-dessus, il y avait à peu près 10 fois, enfin les 2 à 3 fois la quantité de polluants qu'il y avait à Romainville, qui est stocké sous l'usine EIF, dans une petite alcôve, on va dire, géologique, qui fait que ça reste dedans. Et donc les habitants, qui s'appelle Reste Ensemble, qui est un collectif d'habitants du quartier, a aidé en fait un collectif de précaires et de squatteurs à ouvrir cette usine pour discuter de la dépollution qui était prévue par la ville de Montreuil à cette époque-là. Ou plutôt l'absence totale de projet de dépollution, on va dire, qu'il y avait à cette époque-là, même si aujourd'hui ils essayent de vendre le contraire, la réalité c'est que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est bien parce qu'il y a eu des luttes des habitants que maintenant il y a un projet de dépollution qui n'est pas complètement fucked off. Donc encore une fois, là, pour moi, on parle de droit à la ville vraiment pratique, concret, comment il faut se battre concrètement pour obtenir des droits-là. Mais moi, ma question, donc je vais essayer de la synthétiser, je suis désolé, c'est la question du conflit entre la gentrification et les jardins urbains, surtout qu'il y a des problématiques. Avant, il y avait des jardins ouvriers qui ont des vraies productions alimentaires beaucoup plus importantes et beaucoup plus vivrières, et à mon avis, beaucoup plus importantes que la majorité des jardins collectifs, qui ont en général des productions vivrières proches du néant. En tout cas, de ce que je connais des études, que ce qui est pu lire là-dessus. Donc, dans quelle mesure il y a des conflits? Moi, j'ai vu, par exemple, sur le Nanterre, maintenant, les gamins, c'est fermé. Avant, les gamins, il y avait plein de gamins des cités qui venaient avec leurs meufs, ils se baladaient dans le parc de la Défense, dans le pré, ils dragouillaient, ils tchatchaient. C'était un usage de jardin qui était fait par des gens du coin. Moi, quand j'y allais, il y avait essentiellement des Parisiens, sinon. Et maintenant, c'est fermé. Maintenant, même les jeunes du quartier ne peuvent même plus venir avec leurs meufs ou leur dragouiller ou je ne sais pas quoi. Ça devient un espace qui est globalement utilisé par des Parisiens qui viennent le dimanche faire du jardinage. Donc pour moi, il y a cette vraie question et j'ai l'impression que des fois, c'est un peu mis de côté quand on parle des jardins, quand on parle de ces problèmes-là. Voilà. Donc la question de la gentrification verte, et en effet, on parle de gentrification verte quand justement les gens ils s'installent autour d'un jardin parce qu'ils sont attirés par cette aménité environnementale. Donc c'est un vrai enjeu, sans doute. Mais on ne peut pas, il me semble, je pense que c'est un peu la contribution de Laurence Bottler aussi dans sa réflexion autour des jardins, et responsabiliser uniquement à ceux qui amènent ces initiatives, parce que finalement, à la base, il s'agit surtout d'un manque de régulation du foncier, des prix, etc. Mais c'est sans doute un enjeu. Après, je pense que l'excellent travail de Flaminia Padeu, par exemple, ce qu'il montre, c'est qu'il y a aussi des jardins populaires. Il y a beaucoup de jardins populaires. Oui, donc, comment les protéger, comment continuer à leur permettre d'agir et de leur protéger, finalement. Là, peut-être, moi, je pense que ce travail qui est collectif, qui ne m'appartient pas qu'à moi, c'est une réflexion de 10 ans qu'on a développée avec différentes personnes qui ont passé par 3 ou 4 projets qui nous permettent d'apporter ces éléments. C'est de se dire que
on parle des jardins et pas d'initiative d'agriculture urbaine, parce que la question alimentaire n'est peut-être pas fondamentale. Oui, bien sûr. Et que parfois, là, les jardinages, dans ce sens-là, et c'est là que ça peut rejoindre la réflexion de Henri Lefebvre, est un outil d'émancipation. D'émancipation parce que ça permet de rencontrer des gens, de proposer des choses, de sortir d'une solitude. Peut-être, je n'ai pas du tout parlé des profils des gens qu'on a trouvés dans les jardins collectifs qu'on a suivis, mais on a notamment trouvé des gens issus de l'immigration et des personnes à la retraite, qui n'est peut-être pas le cas ici. Oh non, pas que. Qui sont à la recherche d'un lieu pour exister. Et ça me semble très important de se dire, le jardinage finalement est un outil pas du tout anodin, qui nous permet de trouver une place à nouveau dans une ville qui ne nous fait pas forcément une place. Après, dans d'autres endroits, sans doute, il y a eu des déplacements de population. Donc là, et je pense que c'est ça la contribution des Flaminiades, c'est-à-dire il faut comprendre que le jardinage, ce n'est pas qu'un outil utopique, ça peut continuer à reproduire les inégalités des classes, des races, etc., s'il n'y a pas un contrôle derrière, un contrôle foncier, s'il n'y a pas une régulation plutôt qu'un contrôle, une régulation, etc. Ouais, enfin, c'est là où moi je suis trop marxien pour ça. Merci beaucoup. Moi, ma question porte sur les liens aux collectivités et aux agents de la fonction publique, en fait. Dans quelle mesure, dans vos recherches, est-ce que vous avez eu... Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont amis et dans quelle mesure est-ce qu'ils sont ennemis? Est-ce que ça dépend juste de qui est élu dans telle ou telle collectivité, ou est-ce que fondamentalement il y a un rapport de force qui se crée? Parce qu'on entend beaucoup parler justement des luttes citoyennes, comme là il y a eu à UIF, il y a eu les jardins, la JAD à Aubervilliers pour éviter qu'un chantier olympique mange sur les jardins. Et donc il y a souvent un rapport de force où le public est ennemi. Et voilà, ma question c'est, est-ce que c'est toujours, ou est-ce que vous avez des contre-exemples ou des exemples de coopération positive ou favorable, ou est-ce que ça passe nécessairement par un rapport de force conflictuel? Dans le cas du projet HIP-HOP qui s'intéresse à la pollution des sols, on a travaillé avec les départements. On a travaillé avec les départements qui nous a soutenus au niveau plutôt d'accès au terrain, mais aussi parce qu'ils avaient, en tout cas, ça qui est difficile, en tout cas, ça qu'on constate, c'est que c'est un fonctionnaire, c'est une fonctionnaire qui est intéressée par la question et qui s'approprie de ces questions et qui nous a accompagnés. Par contre, c'est un fonctionnaire, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a réussi à passer les messages dans toute l'institution et tous les tissages administratifs et de gouvernance. Et dans ce sens-là, il y a une sorte de déconnexion, justement, de cet intérêt porté par les fonctionnaires à la recherche, à des initiatives, et qu'est-ce qu'on peut faire finalement au niveau de l'institution en tant que telle. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est notamment des tensions. Ça a passé par des tensions, ça a passé par des conflits, c'est les rapports de force en fait. Et dans ce sens-là, je pense que des nouveaux collectifs, comme celle des reprises des terres, ce n'est pas si nouveau que ça, mais qui ont tissé des liens depuis un bon moment, ils sont justement dans un point où ils peuvent fournir des outils pour que les gens ils sachent comment faire pour essayer d'être bien outillés face à ces rapports de force qu'il faut faire. Donc, au niveau de l'occupation, au niveau de droit et au niveau des partenariats qu'on peut faire avec la science, avec des écologues, mais aussi avec d'autres espèces. Comment on peut attirer des espèces pour que l'endroit soit marqué comme étant protégé parce qu'il y a des espèces protégées, etc., etc. Donc il y a des outils qui maintenant sont de plus en plus mis en avance pour essayer de répondre à ce rapport de force. Mais moi, j'ai observé surtout des conflits, des tensions et des rapports de force. Ouais. Merci. Bonjour. Marisa, avec Denis Durper, qui était un jeune ingénieur chez Thales et qui était tout malheureux de fabriquer des programmes pour les sous-marins nucléaires.
et qui donc passait toutes ses après-midi à faire de la résistance, du freinage, il appelait ça. Bon, bref, à deux, on a trouvé une friche dans Colombes et je voulais juste faire un petit résumé très, très, très synthétique de ce qui s'est passé. C'était en 2008. Une friche qui appartenait à la Poste de Nanterre. Mais bon, on est allé au cadastre, on a fabriqué un panneau, on a mis le vrai numéro de cadastre, puis après on a brodé. On a mis permis de jardiner, on a mis... non, je me demande si on n'a pas inventé. Bon, le numéro. Permis de jardiner, et puis voilà, venez avec les pelles des enfants. Et ça a très bien marché. On a fait de l'autogestion. On a appris l'autogestion aux enfants, les jeunes, puis les grands ados. Et puis ensuite, la mairie, le processus a été le suivant. La mairie s'y est intéressée. Les gens des Tours, c'était donc au 20 avenue Audras. Ça s'appelait les Jardins sauvages d'Audras. On avait fait des parcelles qui avaient des formes non géométriques. Et les mères y allaient très spontanément, les enfants alors là encore plus. Mais les hommes essayaient de créer des conflits sur la légalité. Bon, on a tout de suite dit au maire ce qu'on faisait, bien sûr. On lui a même dit, voilà, vous stoppez tout si ça ne vous plaît pas. Il n'a pas stoppé, donc on a continué. Et le service de comment ça s'appelle, le développement, je sais pas quoi, il y a un petit service écologie dans chaque mairie à l'époque qui s'appelait développement durable, un truc comme ça. Bon, est allé chercher des architectes roumains qui s'appellent les AAA, qui avaient déjà pas mal fait de trucs dans Paris et qui sont venus et qui ont fait un bâti. Ils n'ont pas tout de suite fait un bâti, non, ils ont voulu d'abord essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire. Et puis ensuite, ces jardins sauvages d'Audras sont partis vers un autre quartier de Colombes, puis on fait d'autres petits, puis ensuite, les habitants ont très, très, très bien trouvé leur vitesse de croisière, ça a été magnifique. Il y a eu vraiment une très belle période de 10 ans pendant laquelle tout a été construit, tout. L'esprit, la phytoépuration, le recueil des eaux de pluie pour ensuite pomper l'été les eaux sous les pilotis du bâti. Le bâti très astucieux, une salle de conférence, des toilettes sèches bien sûr, enfin il y avait tout. Poulailler, c'était un très beau truc. Et les habitants s'en sont emparés, mais extraordinairement bien, au point que le jour où un mandat d'une élue du Grand Paris a dit stop, là, hop, on rase tout. Il y avait des huissiers, des bulldozers. Les habitants se sont dressés et ont dit non, vous ne ferez pas ça. Nous, on s'oppose. On se met dans votre chemin. Et donc, ils ont obtenu que soit respecté le bâti, qui a donc été démonté très correctement, puis remonté dans la ville d'à côté, à Gennevilliers, où il est toujours. Et ça, c'est beau, je sais pas. Il y a quelque chose de beau. En tout cas, les habitants sont super à fond dedans, quoi. Ce modèle a été répliqué à Bagneux. Voilà, c'est présent, c'est actuel. Répliqué à Lannou, entre Bagnolet et Rosny, près des Guilans, avec Jean-Roch Bonin. Ce que fait Jean-Roch Bonin est super, je trouve, Christophe. Il n'y a rien à dire là, c'est exemplaire même ce que fait Jean-Roch à Lannou.
autour du centre social. Alors là, vraiment, tout le monde. Alors là, franchement, les habitants sont partie prenante, mais à fond. Et je crois on ne leur enlèvera pas leur bébé. Donc oui, ce que vous disiez est très très important, de dire que voilà, hein, un jardin, c'est pas seulement une récupération, une régénération des sols vivants, c'est en même temps, concomitamment, aussi une régénération du mental des gens et du lien entre les gens. Et ils retrouvent tout, la capacité à être solidaire, la capacité à être empathique, la capacité à faire de la cuisine et confiture, tout ça, ça va ensemble, quoi. J'ai fini. Quant à la ferme du bonheur, oui, je pense qu'il y a eu la ferme du bonheur, il y a eu Tu voulais prendre la parole? Non, c'est moi, on me disait qu'il y avait Ah. un truc sur la ferme du bonheur. D'accord. Moi, j'avais une petite question, Anna-Christina. Enfin, je connais la réponse, mais je la pose pour que ce soit intéressant pour les gens. À un moment donné, tu as parlé de Technosol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment par rapport à ce projet qui est porté par l'IPOP et le Lab 3S? C'est quoi un Technosol et quel est le projet derrière? Parce que je trouve ça super intéressant. Moi, je ne suis pas spécialiste des technosols. Peut-être que toi, tu saurais mieux répondre à ça sans doute que moi, mais l'idée, en fait, c'est... En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ces projets, c'est de savoir, par exemple, qu'un collègue, Germaine Mollement et moi, on était à un moment donné contactés par Thomas Lerche, qui est un pédologue, pour nous inviter à faire une part dans ces projets de recherche en prolongeant l'axe socio-anthropologie du projet. Donc lui, il voulait créer des technosols, donc un mélange des déchets du Grand Paris, de Remblai, avec de la matière organique. Et nous, Germain et moi, on était censés d'essayer de voir comment cette initiative était prise en compte, si les gens ils s'appropriaient ou pas, si les jardiniers ils trouvaient ça intéressant ou si simplement il y avait d'autres moyens de faire face à cette pollution. Je ne suis pas convaincue par les méthodes, pour être honnête, parce que d'une certaine manière, ce qui à moi me semble important aussi à questionner, c'est que en fait, les projets s'inscrivent dans une philosophie d'économie circulaire. Donc, comment on fait pour essayer de recycler cette matière, ces déchets qui sont en train de se produire dans les Grands Paris? Donc, on parle de tonnes, de 50 000 tonnes produites à l'année. Donc, comment on peut faire usage de ça pour essayer de répondre à un problème bien précis qui est celui de la pollution des sols? Sauf que les utiliser, pour moi, d'une certaine manière, est aussi s'inscrire dans ce problème, en fait. On ne réfléchit pas à la question structurelle, qui finalement est celle de continuer à produire ces déchets minéraux. Et bien bon, là, pour l'instant, les projets, en tout cas, ça qui montre, c'est qu'il y a un fort intérêt sur ces questions, que de plus en plus les gens ils viennent vers nous pour voir si jamais ces initiatives peuvent être mises en place aussi dans les jardins, parce qu'on voit que les choses peuvent pousser. Là, on voit la force de la nature, il y a des plantes qui peuvent pousser dans ces technosols. Et certains ne captent pas la pollution des métaux lourds. Donc les technosols, d'une certaine manière, dans certains cas, peuvent faire une sorte de barrière. Donc voilà, c'est un projet qui est toujours en cours. Il n'y a pas encore des données définitives, des résultats définitifs. On finira en juin de 2024. Voilà. Je peux apporter une précision sur le sujet parce que... moi, je peux apporter une précision parce qu'il y a quand même un truc assez fou avec ça, parce qu'il y a la loi AGEC qui est en train de passer, je ne sais pas si vous savez ce que c'est donc la loi sur l'économie circulaire qui est en train de passer, qui donc va obliger tous les professionnels du bâtiment à traiter leurs déchets. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. Moi, je m'occupe d'une déchetterie, donc je sais un peu de quoi je connais un peu le problème. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, donc, ils cherchent à les enfouir pour certains. Donc j'ai même des potes j'ai un pote qui vend une carrière, et en fait, il n'y a que des gens qui viennent, les seuls gens qui viennent pour acheter sa carrière sont en fait des gens qui veulent l'acheter pour enfouir toutes les déchets du Grand Paris, en fait, en l'occurrence. Et c'est la seule façon de la rentabiliser, si vous voulez rentabiliser, à part pour d'autres choses. Et en fait, ce qui va se passer, si ce genre de choses passe, c'est qu'en fait, maintenant, ils pourront valoriser leurs déchets comme ça.
Ah oui, puisque ça sera un exutoire pour eux. Ça deviendra un exutoire légal pour leurs déchets de le transformer en technoterre. Donc c'est l'ouverture d'un nouveau marché pour eux et surtout d'un nouvel exutoire qui, à mon avis, les arrange beaucoup par rapport à la loi AGEC qui va devoir les faire, qui vont devoir payer maintenant, et cher en l'occurrence en général, sur ce genre de déchets. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même un petit truc qui se fait par rapport à ça. Après, à écart, on arrête. Bonjour, désolée de te déranger. Donc moi j'avais juste une question par rapport au technosol. Est-ce que ça abîme pas la terre de mélanger avec des trucs genre du béton et tout ça, des gravelats? Enfin je sais pas exactement ce qu'il y a dans le gravelat, mais est-ce que ça, enfin vous dites, enfin est-ce que même si ça peut peut-être limiter la pollution en limitant la propagation de métaux lourds, etc., est-ce que ça abîme pas le sol de mélanger avec des trucs qui sont chimiques? On part du principe que le sol il est déjà abîmé. Le sol est déjà abîmé, le sol est déjà pollué, a priori n'a pas énormément de qualité structurelle ni organique. Et donc le technosol est censé apporter cette possible solution pour pouvoir cultiver des choses. Donc, et l'idée c'est que finalement ce mélange avec la matière organique produit des sortes de nouveaux sols qui pourraient faire face à cette sol de non-qualité, en fait, sans bonne qualité. En fait, les parvis, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais les parvis en face du château de Vincennes, ça, c'est que du technosol, par exemple. Donc, ça, c'est une expérimentation de la ville de Paris qui a mis du technosol en face de c'est un grand parvis. Et là, ce qu'on voit depuis presque 4 ou 5 ans d'expérimentation, c'est que la flore spontanée est en train de pousser très bien, en fait. Donc là, ça permet justement de recycler des matériels de construction dans des endroits où on sait que les sols sont de très mauvaise qualité. Mais sans pour autant, mais moi, dans ce sens-là, il me semble qu'il faut quand même rester assez critique vis-à-vis de à qui bénéficie ces marchés et vis-à-vis des problèmes structurels, finalement. Est-ce qu'on est en train de répondre aux problèmes structurels derrière la pollution des sols, derrière la génération de ces déchets? Je pense qu'il y a encore des réflexions à faire là-dedans. On va prendre une dernière question, parce qu'après on enchaîne sur la projection. Donc il faut qu'on fasse le changement de plateau. Voilà, donc madame. C'était juste pour savoir si, au niveau si on avait un petit peu... Bonjour, oui. C'était pour savoir, on parle de ces déchets, bon, qui maintenant sont valorisés, tu dis. Oui, qui vont être valorisés. Combien profond on va les chercher? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour contrôler ça, à catégoriser un petit peu les qualités les qualités de ces sols, enfin, ou les non-qualités, mais enfin, le niveau de dégradation peut être différent d'un sous-sol à l'autre, et d'une altitude à l'autre, d'une profondeur à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Plus ou moins, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Et est-ce que ça ne serait pas bien, pour contrôler un petit peu, pour maîtriser ça un petit peu, de catégoriser les types de sous-sol, suivant la profondeur, suivant le type de terrain, pour pas laisser les profiteurs en profiter trop. En fait, il y a sans doute une analyse qui est faite en amont. Ça, c'est effectué. Et là, par exemple, dans le cadre de ces recherches, c'est quelque chose qui a été fait en amont parce qu'il fallait savoir, par exemple, si ces remblais ils étaient pollués ou pas. Donc, on sait, par exemple, qu'ils n'étaient pas pollués. On a fait des analyses dans les sols, des radiographies des sols, des 4 jardins en Seine-Saint-Denis. Et on savait que ces 4 jardins en Seine-Saint-Denis, ils avaient des pollutions, notamment aux métaux lourds. Donc, cuivre, cadmium, zinc et plomb, notamment.
et mercure dans certains et des hydrocarbures dans d'autres. Donc on savait ça. Donc par la suite, ce que ces chercheurs ils ont fait en pédologie, c'est de mélanger les remblais avec de la matière organique. On était sûr que ces remblais, ils n'étaient pas pollués. Donc ça permettrait justement de nourrir avec la matière organique. Mais on se rend compte à quel point c'est complexe et difficile de jouer aussi avec ces outils sociotechniques, parce qu'on a vu par exemple par la suite que les composts suivants, ils étaient aussi pollués. Donc comment faire pour essayer de faire face à cette pollution quand on a de la matière organique qui est en train déjà d'apporter aussi des polluants. Donc ce n'est pas si évident que ça et les contrôles ne sont pas faits de manière systématique. Et, Comment peut-il être pollué le compost? comment elle peut, on ne sait pas. Moi, j'ai suivi une étude qui a été effectuée par la mairie de Paris justement pour voir, parce que par exemple, si on se concentre que sur les jardins partagés à Paris, systématiquement, la mairie elle était censée de faire des analyses de leur sol. Donc ça a été fait. Donc une des choses qu'ils ont souvent fait, c'est qu'ils ont enlevé la terre polluée et ils ont fait des apports d'autres terres pour que les gens ils puissent développer leurs activités. Au soit, les gens ils étaient obligés à faire des cultures hors sol. Donc après quelques années, maintenant ça fait plus de 10 ans que ces initiatives se développent à Paris, ils ont fait un deuxième temps d'analyse des sols pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces sols et ils ont constaté que dans certains endroits, la pollution est revenue à nouveau. Et donc, quand ils ont commencé à regarder quelles étaient les potentielles sources de pollution, ils se sont rendus compte que c'était le compost. Donc, il n'y a pas, en tout cas dans ces rapports, des éléments qui puissent montrer quels ont été les facteurs polluants dans les composts, mais on sait que c'était le compost qui a attribué à nouveau ces contaminants dans les sols. Ce n'est pas du tout le même niveau de pollution. Donc là, il y a une différence. Et voilà. Et puis nous allons enchaîner avec la projection d'un documentaire qui s'appelle Voyage entre ciel et terre de Jean Will, qui est consacré au couple bourguignon. C'est un documentaire qui a déjà 10 ans d'âge et qui dure 52 minutes. Voilà, le temps qu'on se mette en place.